Ma femme a ramené son amant alpha dans notre maison. Il m'a souri avec mépris comme si je n'étais rien. Il aurait dû continuer son chemin. Je lui ai fait regretter chaque pas qu'il a fait à l'intérieur. Je suis rentré tôt et j'ai trouvé un étranger assis dans mon fauteuil comme s'il possédait les lieux. Ma femme n'a même pas bronché. Ce sourire méprisant sur son visage a été la dernière erreur qu'il ait jamais commise dans ma maison. Il n'avait aucune idée du genre d'homme sur lequel il venait de tomber. Mon nom est Wade Reeves. J'ai 46 ans et je possède une entreprise de nettoyage commercial à Charlotte, en Caroline du Nord. Je l'ai construite à partir de rien. Un camion, 2 employés. Une pile de cartes de visite que je distribuais dans chaque parc de bureaux et hôtels du comté. 16 ans plus tard. Reeves Services Commerciaux gère 43 contrats dans 3 comtés et emploie 31 personnes. Je ne suis pas un homme riche selon les critères de Wall Street. Mais j'ai construit quelque chose de réel avec mes mains, mon nom et ma parole. Cela signifiait autrefois quelque chose pour moi. Cela signifie toujours quelque chose. J'ai rencontré Carla lors d'un barbecue du 4 juillet chez mon ami Rick. Elle riait de quelque chose à l'autre bout de la cour, les cheveux attachés. Portant une robe d'été rouge, et je me suis dit. C'est le genre de femme autour de laquelle un homme construit une vie. Nous sommes sortis ensemble pendant 8 mois. Nous nous sommes fiancés à Noël et nous nous sommes mariés l'octobre suivant. Cody est arrivé 2 ans plus tard. Pendant longtemps, les choses allaient bien. Pas parfaitement. Rien de réel ne l'est jamais, mais c'était solide. Le genre de solidité que l'on finit par ne plus remarquer parce qu'elle est simplement toujours là. Comme les fondations sous vos pieds. Je suis rentré tôt un mercredi de mars parce qu'un de mes chefs d'équipe s'était porté pas les queues. Je devais m'occuper moi-même du contrat difficile de la tour de toiture. J'ai fini 2 heures avant l'heure prévue. J'ai pensé que je prendrais une douche à la maison et que j'emmènerais peut-être Carla dîner. Je me suis garé dans l'allée et j'ai remarqué une voiture inconnue stationnée le long du trottoir. Une Audi argentée, un modèle récent avec des plaques de concessionnaire. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai pensé que Carla recevait une amie. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je suis entré et j'ai entendu des voix venant du salon. 2 voix. L'une était celle de Carla. L'autre était celle d'un homme, basse et détendue. Comme s'il était dans un endroit où il était venu 100 fois auparavant. J'ai tourné au coin de la pièce. Carla était sur le canapé, les jambes repliées sous elle, tenant un verre de vin. En face d'elle, installé dans mon fauteuil comme s'il l'avait acheté lui-même, se tenait un homme que je n'avais jamais vu de ma vie. La quarantaine, une coupe de cheveux coûteuse, une chemise à col ouvert. Le genre de chaussures qui coûtent plus cher que le premier paiement de mon premier camion. Il n'a pas bronché quand je suis entré. Il ne s'est pas levé. Il n'a même pas bougé sur son siège. Il m'a juste regardé. Carla a posé son verre lentement. Elle n'a pas dit, tu es rentré tôt. Elle n'a pas dit, qui est cet homme dans notre maison. Elle n'a pas dit, laisse-moi t'expliquer. C'était juste comme si mon arrivée dans ma propre maison était un inconvénient. Je l'ai regardé. Qui êtes-vous? Il a incliné la tête légèrement comme si la question l'amusait. Puis il a souri. Pas un sourire amical, ni un sourire embarrassé. Le genre de sourire qu'un homme affiche quand il pense avoir déjà gagné quelque chose. Grant, dit-il. Grant Hollister. Ce nom ne me disait rien. Plus tard, j'apprendrai tout sur Grant Hollister. Qu'il était le directeur des opérations pour une chaîne d'hôtels régionale. Qu'il portait son autorité comme un parfum. Qu'il avait une femme nommée Cheryl à la maison qui n'avait aucune idée de l'endroit où il passait. Ces mercredis après-midi. Mais à ce moment-là, tout ce que je savais, c'était qu'il était assis dans mon fauteuil. Dans ma maison, me regardant comme si j'étais un individu égaré venant de la rue. Vous devez vous lever, ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Excusez-moi. Vous êtes dans ma maison. Mon fauteuil. Vous devez vous lever. Carla a bougé pour se mettre entre nous. Attends, ne fais pas cela, Carla. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. C'est à lui que je parle.
Grant a posé son verre sur la table d'appoint. Ma table d'appoint. Il s'est levé lentement, délibérément, comme un homme faisant preuve de patience pour un public. Il mesurait quelques centimètres de moins que moi. Mais se comportait comme si la taille n'avait aucune importance. Il m'a dévisagé de la même manière qu'un entrepreneur regarde une structure qu'il a déjà décidé de démolir. Écoutez, commença-t-il, d'un ton fluide et raisonnable. Je pense que... Ne me gérez pas, j'ai fait un pas vers lui. N'expliquez pas. Ne me dites pas ce que vous pensez. Vous êtes entré dans ma maison et vous êtes assis dans mon fauteuil. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur le genre d'homme que vous êtes. Quelque chose a changé dans son expression. Juste un vacillement. Cette assurance tranquille s'est légèrement fissurée. Elle n'avait pas disparu, mais elle était ébranlée. Bien. Je voulais qu'il sente le sol se dérober sous ses pieds, même pour une seconde seulement. Je me suis tourné vers Carla. Son visage était illisible. Ni coupable, ni effrayé. Quelque chose entre l'agacement et le calcul. Cette expression m'en a dit plus que tout ce qu'elle aurait pu dire. Ce n'était pas une erreur. Elle n'essayait pas d'expliquer. C'était une situation qu'elle gérait. Fais-le sortir de cette maison, ai-je dit calmement. Elle a ouvert la bouche. Maintenant, Carla. Grant a récupéré sa veste sur le dossier de mon fauteuil. Ce petit détail a brûlé quelque chose de profond en moi. Il s'est dirigé vers la porte sans un mot de plus. Carla l'a suivi dans le couloir. J'ai entendu des voix basses, brèves, puis la porte d'entrée s'est ouverte et refermée. Elle est revenue seule dans le salon. Je me tenais à la fenêtre, regardant son Audi argenté s'éloigner du trottoir. Mes mains étaient stables. Ma poitrine ne l'était pas. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle dit. Je ne me suis pas retourné. Tu devrais me connaître assez bien maintenant pour savoir que je ne vais pas répondre à cela. Puis, j'ai entendu ses pas monter à l'étage. Je suis resté là longtemps après cela, regardant la rue déserte, repensant à tout. La façon dont elle avait dit, tu es rentré tôt. Pas surprise, juste en train de recalibrer. La façon dont il m'avait regardé comme si j'étais un problème avec une solution évidente. Comme si entrer dans ma maison n'était rien. Comme s'il avait déjà décidé que je n'étais rien. Il aurait dû continuer son chemin le jour où il a franchi ma porte pour la première fois. Avant que cette nuit ne soit terminée, il allait commencer à comprendre pourquoi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Ce n'était pas parce que je m'effondrais. Ce n'était pas le cas. Je me suis assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes juridique et une tasse de café qui a refroidi vers minuit. J'ai réfléchi méthodiquement. De la même manière que je traite un problème de contrat ou une question de personnel. L'émotion est utile pendant environ 10 minutes. Après cela, elle ne fait que gêner. Carla était allée se coucher sans un mot de plus. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer, j'ai entendu le clic du verrou. Elle l'avait réellement verrouillé. J'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine qui n'était pas tout à fait de la colère et pas tout à fait du chagrin. C'était de la clarté. Le genre de clarté qui ne vient que lorsque la dernière illusion confortable part en fumée. Au matin, j'avais une liste. Le premier appel que j'ai passé était pour mon frère aîné, Denny. Il a 53 ans. Il est retraité du département du shérif du comté de Mecklembourg après 22 ans de service. Maintenant, il fait du travail de consultant pour des compagnies d'assurance. Des enquêtes sur la fraude et du recouvrement d'avoirs. Denny a vu le pire de l'humanité pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Cela a fait de lui l'homme le plus vif et le moins sentimental que je connaisse. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il n'a pas dit qu'il était désolé. Il a dit : ne touche à rien dans la maison. Ne déplace pas d'argent. Ne lui dis plus un seul mot jusqu'à ce que j'arrive. Il était à ma porte à midi. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine pendant que Carla était sortie. Je ne savais pas où, je n'ai pas demandé, et j'ai exposé tout ce que je savais. Denny a écouté sans m'interrompre, ce qui est sa façon de faire. Quand j'ai fini,
Il s'est penché en arrière et a dit, Grand Hollister. Opération hôtelière. Ce n'est pas un homme qui se retrouve dans des situations par accident. C'est un homme qui planifie. Il sortait déjà son téléphone. Pendant que Denis commençait à passer des appels, j'ai examiné mes propres dossiers. Carla et moi avions des comptes bancaires séparés et un compte joint pour les dépenses du ménage. J'ai repris les relevés du compte joint pour l'année écoulée. Quelque chose que je n'avais jamais eu de raison de faire auparavant. Ce que j'ai trouvé a fait se crisper ma mâchoire. Des restaurants où je n'étais jamais allé. Des frais d'hôtel à Raleigh un week-end où j'étais à une conférence professionnelle. Une journée au spa qui a coûté $400 un mardi après-midi. Des petites choses individuellement. Ensemble, elles peignaient un tableau. Denis est revenu à l'intérieur vers 14h00. Il s'est assis. A posé son téléphone sur la table et m'a lancé le regard qu'il me lançait quand nous étions enfants. Et que j'allais entendre quelque chose que je ne voulais pas entendre. Hollister a un bras droit, a-t-il dit. Curtis Payne travaille sous ses ordres en tant que coordinateur des opérations pour le groupe. Hôtelier. Le contact de ton beau-frère au bureau d'enregistrement du comté a vérifié le nom. Payne a réservé des chambres d'hôtel sous son propre nom. 2 ou 3 fois par mois au cours des 8 derniers mois. Les mêmes propriétés dans le portefeuille. Du groupe hôtelier. De belles chambres, pas au tarif d'affaires. Je l'ai regardé. Il couvrait Hollister. Il servait d'intermédiaire. Denis a confirmé. Payne savait, il était dans le coup depuis le début. Cela changeait considérablement la donne. Ce n'était pas un homme qui perdait la tête pour une femme. C'était une opération organisée. Hollister avait des ressources. Un complice volontaire et apparemment une femme à la maison nommée Cheryl qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. Encore une chose, dit Denis. Il a fait glisser un morceau de papier sur la table. Le transfert de l'acte de propriété de papa de 2004. La maison est enregistrée uniquement à ton nom. Elle l'a toujours été. Je me suis souvenu que papa avait insisté là-dessus avant le mariage. Non pas parce qu'il n'aimait pas Carla. Mais parce qu'il avait vu son propre frère tout perdre dans un divorce et il ne voulait pas que cela arrive à son fils. J'avais signé les papiers, je les avais classés et je n'y avais plus jamais pensé. Carla n'en avait jamais parlé non plus. Peut-être qu'elle ne le savait pas. Peut-être qu'elle supposait qu'elle allait réclamer un intérêt équitable. Denis a dit que son avocat argumenterait qu'elle avait contribué au ménage. Laisse-les argumenter. J'ai plié l'acte et je l'ai mis dans la poche de ma veste. Ils peuvent argumenter jusqu'aux marches du palais de justice. Denis m'a observé un moment. Tu vas bien? J'ai réfléchi honnêtement à la question. Redemande-moi dans un mois. Il a hoché la tête. C'était suffisant pour lui et suffisant pour moi. Dehors, une voiture est entrée dans l'allée. La Honda de Carla. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle restait assise dans la voiture un moment avant de sortir, tête baissée, probablement sur son téléphone, probablement en train de lui parler. J'ai pris ma tasse de café, je l'ai rincée dans l'évier et je l'ai posée sur l'égouttoir. Puis je me suis tourné et j'ai attendu que la porte s'ouvre. Quoi qu'il arrive ensuite, j'étais prêt. J'avais cessé d'être son mari quelque part vers minuit. Maintenant, j'étais tout autre chose, quelqu'un de patient. De préparé et qui ne comptait pas s'en aller. Carla a essayé de me parler le lendemain matin. J'étais au comptoir de la cuisine en train de parcourir mes courriels quand elle est descendue. S'est versé un café et s'est tenue de l'autre côté de l'îlot central comme si nous étions sur le point de négocier un contrat. Nous devons discuter de cela comme des adultes, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Je me comporte en adulte. Je ne suis juste pas un adulte accommodant. Elle a posé sa tasse. Attends, quoi que tu penses qu'il se passe, je vais t'arrêter là. J'ai fermé l'ordinateur portable parce que chaque phrase qui commence de cette façon se termine par toi me disant que ce que j'ai vu n'est pas ce que j'ai vu. Et je ne suis pas intéressé par cette conversation. Sa mâchoire s'est crispée. Alors, à quoi t'intéresses-tu? À la vérité,
à la paperasse, à la clarté. Dans cet ordre. J'ai pris l'ordinateur portable et je me suis dirigé vers mon bureau. Denis est revenu cet après-midi-là avec un dossier. Il l'a étalé sur mon bureau sans cérémonie. C'est son style. Pas de préambule, juste des faits. Il avait obtenu les relevés téléphoniques par un contact chez l'opérateur. Recoupé avec les registres d'enregistrement des hôtels auxquels son contact en assurance avait accès. Ce que je regardais, c'était 14 mois de rencontres documentées. Raleigh, Greensboro, 2 fois à Asheville. Une fois dans un hôtel à 12 minutes de notre maison. 12 minutes. Je suis resté assis avec cette information un moment. Puis je suis passé à autre chose parce que ruminer trop longtemps ne sert personne. Curtis Payne a réservé chacune de ses chambres, dit Denis en tapotant la page. Sa carte d'entreprise. Son nom sur la réservation. Le nom de Hollister n'apparaît nulle part dans les documents officiels. Ce n'est pas accidentel. C'est un système. Depuis combien de temps Payne est-il au courant? Depuis le début, d'après ce que je peux voir. Il n'est pas un participant passif? Wade. Il est l'infrastructure. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil. J'ai pensé au genre d'homme qui construit ce genre d'infrastructure pour l'aventure d'un autre. Homme. La loyauté que cela impliquait, la flexibilité morale. Puis j'ai pensé à ce qui se passerait quand cette infrastructure deviendrait de notoriété publique. Et la femme de Hollister, ai-je demandé. Denis a secoué la tête. Cheryl Hollister, 47 ans. Dirige une organisation artistique à but non lucratif à Concord. Selon toutes les apparences. Elle est complètement dans l'ignorance. Il marqua une pause. C'est ta décision, pas la mienne. J'ai hoché la tête lentement. C'était ma décision. J'allais y réfléchir. Le lendemain matin. J'ai appelé mon comptable et je lui ai demandé de sortir tous les relevés financiers conjoints des 2 dernières années. Ce que j'ai trouvé correspondait à ce que je soupçonnais déjà. Carla avait dépensé pour des choses qui n'avaient rien à voir avec notre foyer. Le total s'élevait à un peu plus de $9 000 sur 18 mois. Ce n'était pas une fortune, mais c'était de l'argent dépensé au service d'un mensonge. Et cela comptait. Puis Denis a appelé avec quelque chose qui changeait tout le tableau. Hollister a fait passer des dépenses personnelles sur son compte d'entreprise, dit-il. Hôtel, dîner. 2 voyages de week-end. J'ai les relevés de facturation. Sa société le rembourse pour ce qu'il identifie comme des frais de représentation de clients. Je suis resté silencieux un moment. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était de la fraude. De la fraude d'entreprise, potentiellement. Cela dépendrait de la façon dont son conseil d'administration verrait l'utilisation non autorisée des fonds de la société. Denis laissa l'information faire son chemin. Je connais quelqu'un au Regional Business Journal. Une bonne journaliste. Rigoureuse. J'ai pensé à Bridget Harper. Je l'avais rencontrée une fois lors d'un petit déjeuner de la chambre de commerce. Une femme vive. Elle posait les bonnes questions. Je sais qui appeler, ai-je dit. Je ne l'ai pas encore appelé. Pas ce jour-là. D'abord, j'avais une autre conversation à avoir. Carla m'informa ce soir-là, elle ne me demanda pas, elle m'informa qu'elle avait engagé un avocat. Monica Sloan. Je connaissais le nom. Chaque homme à Charlotte qui était passé par un divorce difficile connaissait ce nom. Elle vous contactera cette semaine, dit Carla. Se tenant dans l'encadrement de la porte de mon bureau comme si elle livrait une note de service. C'est très bien, ai-je dit sans lever les yeux de ce que je lisais. Elle est très expérimentée. Je n'en doute pas. Carla hésita, attendant clairement une réaction plus vive que celle qu'elle recevait. Écoute, cela n'a pas besoin d'être une guerre. J'ai levé les yeux alors, j'ai observé son visage un moment. La neutralité prudente qu'elle affichait, la légère tension autour de ses yeux. Tu as amené un homme dans notre maison. Carla. Tu t'es assise sur notre canapé avec lui comme si je n'existais pas. J'ai soutenu son regard. C'était déjà une guerre.
Tu as juste oublié de me dire que nous nous battions. Elle est partie sans répondre. Je suis retourné au dossier sur mon bureau. Monica Sloan était expérimentée, sans aucun doute. Mais l'expérience n'aide que lorsque l'autre partie n'est pas préparée. Et j'étais plus préparé que quiconque dans cette situation ne le comprenait encore. Bridget Harper a répondu à la deuxième sonnerie. J'ai mûrement réfléchi à cet appel avant de le passer. Je ne suis pas un homme qui agit par impulsion. Je ne l'ai jamais été. Chaque contrat que j'ai signé, chaque employé que j'ai embauché, chaque équipement que j'ai acheté est passé par un processus délibéré. Ceci n'était pas différent. J'ai pesé ce que je gagnerais par rapport à ce que j'exposerais. Et j'ai décidé que le calcul tournait en ma faveur. Monsieur Reeves, dit-elle, et je pouvais entendre l'intérêt s'éveiller immédiatement. Les journalistes ont un ton spécifique lorsqu'une histoire vient à leur rencontre. Je me demandais si vous appelleriez. Vous saviez que je pourrais le faire. J'ai entendu certaines choses. Je me demandais si je devais vous contacter. Un silence. Alors, vous voulez parler? En privé d'abord, ai-je dit. Ensuite, nous verrons. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant près de mon bureau le lendemain matin. Bridget était exactement comme je me souvenais d'elle. La trentaine, un regard direct. Un carnet de notes qu'elle tenait comme s'il faisait partie de sa main. J'ai exposé ce que j'avais. Pas tout. Pas les détails personnels de mon mariage, mais l'angle commercial. Un cadre supérieur des opérations d'une chaîne d'hôtels régionale faisant passer des dépenses personnelles sur des comptes d'entreprise. Un subordonné utilisé comme couverture financière. Le dossier que Denny avait assemblé était complet. Bridget a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a posé son stylo et a dit. C'est vérifiable. Chaque page. Et votre motivation pour m'apporter cela? Je l'ai regardé fixement. Il est entré dans ma maison et s'est assis dans mon fauteuil. Je veux que les gens qui rédigent ces évaluations de performance sachent quel genre d'homme il est. Elle a soutenu mon regard un moment, puis a repris son stylo. Donnez-moi une semaine. Je lui ai remis les documents et je suis sorti dans la matinée d'octobre. Ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. Un élan. Le même après-midi, Denny a appelé avec un autre élément. Il était allé plus loin concernant Curtis Payne et avait trouvé quelque chose qui valait la peine d'être noté. Payne avait utilisé sa carte d'entreprise non seulement pour des chambres d'hôtel, mais pour des frais de restaurant et une réservation importante d'un week-end dans un complexe hôtelier à la montagne, le tout codé sous des rubriques vagues. L'exposition totale à travers les documents financiers dépassait $22 000. Payne n'est pas seulement un assistant, dit Denny. Il est responsable. Envoie tout à Bridget, ai-je dit. Pendant que cette mèche brûlait, j'ai tourné mon attention vers le front juridique. Le bureau de Monica Sloan avait envoyé une lettre initiale exposant la position de Carla. Elle réclamait la moitié de la valeur de l'entreprise. Une pension alimentaire pour époux et ce que la lettre appelait prudemment une part équitable de la résidence conjugale. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai appelé mon propre avocat, un homme nommé Paul Garrett, qui gérait mes contrats commerciaux depuis 9 ans. Je lui ai tout expliqué. La maison, dit-il immédiatement. Montre-moi l'acte. Je lui en ai envoyé une copie. Il m'a rappelé 20 minutes plus tard. Elle n'a aucun droit sur la maison, dit Paul. Elle est enregistrée uniquement à ton nom. Avant le mariage. Son avocat le sait où elle est sur le point de le découvrir. L'entreprise est plus complexe, mais tu as tenu des comptes propres et je les ai vus. Nous sommes en position de force. Et pour les dépenses du compte joint, ai-je demandé. Documente tout. Chaque dollar qu'elle a dépensé dans cette situation est pertinent pour les arguments de distribution équitable. Il marqua une pause. Attends, qui est son avocat déjà? Monica Sloan. Un bref silence. Elle est bonne. Mais elle ne fait pas de miracle. J'enverrai une lettre de réponse d'ici la fin de la semaine. J'ai raccroché et je me suis rassis. 2 fronts avançaient simultanément.
La défense juridique se resserrait et l'exposition publique s'accélérait. Grant Hollister était entré dans ma maison avec tout ce qui allait en sa faveur. Un bon travail, une histoire de couverture, un homme pour brouiller les pistes. Une femme qui lui faisait confiance. Au moment où l'article de Bridget Harper paraîtrait, la majeure partie de cela aurait disparu. Au moment où mon avocat en aurait fini avec les demandes de Monica Sloan, le reste suivrait. Je ne ressentais plus de colère. La colère est bruyante et inefficace. Ce que je ressentais était de la concentration. Il y a une différence, et cette différence est importante. Bridget Harper m'a appelé un jeudi matin, 8 jours après notre rencontre au restaurant. C'est prêt, dit-elle. Cela sera publié en ligne ce soir? Édition imprimée demain. Je voulais que vous le sachiez avant que cela ne soit public. J'étais assis dans mon camion devant l'immeuble d'un client sur la rue Tryon. Mon café refroidissait dans le porte-gobelet. À quel point est-ce complet? Très. Un silence. J'ai vérifié de manière indépendante les relevés de dépenses auprès de 2 sources au sein du groupe hôtelier. Curtis Payne a confirmé une partie de cela sans le vouloir. Il pensait que j'appelais pour un article de routine sur l'industrie. Grant Hollister a refusé tout commentaire. Ce qui, d'après mon expérience, est éloquent. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis resté assis là un moment, regardant les gens marcher sur le trottoir en bas. Vacants à leur jeudi ordinaire. Dès demain matin, le jeudi ordinaire de Grant Hollister allait être très différent. Je suis retourné au bureau, j'ai travaillé tout l'après-midi et je n'ai rien dit à personne. Denny a appelé vers 16h00 pour me dire qu'il avait déjà entendu des rumeurs via ses contacts. Assurance que quelque chose bougeait au sein de la structure corporative du groupe hôtelier. Des conversations discrètes au niveau du conseil d'administration. Le genre qui survient avant une action formelle. Je lui ai parlé de l'article de Bridget. Il a dit, bon timing. L'article a été mis en ligne à 19h00 ce soir-là. Je l'ai lu sur la table de ma cuisine pendant que Carla était à l'étage. Bridget avait fait exactement ce qu'elle avait promis, rigoureux, factuel, précis. Elle avait retracé le modèle de dépenses sur 14 mois. Nommé Payne comme couverture opérationnelle et exposé l'exposition financière totale dans un langage clair. Elle n'a pas fait de sensationnalisme. Elle n'en avait pas besoin. Les faits suffisaient. Vers 21h00, Carla est descendue. Elle l'avait manifestement vu. Son visage avait une tension que je n'avais pas vue auparavant. Pas de la culpabilité exactement, plutôt comme quelqu'un qui recalcule tout. « Est-ce que c'est toi qui as fait cela ?» demanda-t-elle. Se tenant dans l'encadrement de la porte de la cuisine. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. « Fais quoi ?» L'article. Grant m'a appelé. Sa voix avait un tranchant que je reconnaissais. Le ton qu'elle utilisait quand elle voulait avoir l'air calme mais qu'elle ne l'était pas. Son conseil d'administration annule son contrat. Attends. J'ai donné des informations factuelles à une journaliste sur une fraude d'entreprise. Ai-je dit. Grant Hollister a fait le reste tout seul. Ce n'est pas. Elle s'arrêta, pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Tu essaies de le détruire. J'essaie d'être exact. J'ai fermé l'ordinateur portable. Il a utilisé l'argent de la société pour financer quelque chose qui n'était pas l'affaire de la société. Ce n'est pas mon opinion, Carla. C'est ce que montrent les dossiers. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis, doucement, cela va m'affecter aussi. C'est quelque chose que tu aurais dû considérer il y a 14 mois. Elle a quitté la pièce sans un mot de plus. Je l'ai entendu monter, j'ai entendu la porte de la chambre se fermer. Je suis resté à la table et j'ai ouvert l'article à nouveau, le lisant une deuxième fois. En dessous, les commentaires s'accumulaient déjà. Des gens de la communauté d'affaires locale, certains outrés, d'autres non surpris. Un commentaire près du sommet provenant d'un nom d'utilisateur que je ne reconnaissais pas, enfin. Tout le monde dans cette industrie savait que quelque chose n'allait pas avec cette opération. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Denny. Le conseil d'administration a voté ce soir.
Holisté est dehors. Payne est mis à pied. Administrativement. En attente de révision. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la table. Dehors, le quartier était calme. Un chien aboyait quelque part dans le pâté de maison. Une voiture passait lentement. Tout était ordinaire. Tout avait changé. Monica Sloan était exactement ce que sa réputation promettait, posée, précise et implacable. Elle s'est assise en face de moi et de Paul Garrett dans une salle de conférence au centre-ville. Un porte-document en cuir ouvert devant elle. Et a exposé la position de Carla comme si elle présentait une proposition commerciale. La moitié de l'entreprise, une pension alimentaire pour époux pendant 7 ans. Une part équitable de la maison conjugale. Paul l'a laissé finir. Puis il a ouvert son propre dossier. La maison conjugale, dit-il en faisant glisser un document sur la table, est enregistrée uniquement au nom de mon client. Avant le mariage par transfert d'actes. Il n'y a pas de propriété conjointe. Pas d'hypothèque co-signée. Aucune base légale pour une réclamation équitable selon le droit de la propriété de la Caroline du Nord. Il marqua une pause, la laissant lire. Vous le savez, mademoiselle Sloan. J'imagine que vous l'avez découvert avant que nous ne nous asseyions aujourd'hui. L'expression de Sloan n'a pas changé. Elle était trop professionnelle pour cela. Mais quelque chose derrière ses yeux a été recalibré. Les arguments de distribution équitable ne nécessitent pas de titre de propriété joint. Dit-elle avec assurance. Ils nécessitent une contribution, répondit Paul. Nous avons une documentation montrant que Madame Reeves n'a pas été employée au cours des 9 dernières années. Nous avons également les relevés du compte joint montrant environ $9 200 dépensés. Pour ce que nous caractériserons comme des dépenses personnelles sans rapport avec le foyer. Pendant une période où le mariage, par la conduite même de Madame Reeves, ne fonctionnait plus comme un véritable partenariat. Sloan jeta un coup d'œil à Carla qui était assise à côté d'elle, parfaitement immobile. Quant à l'entreprise, continua Paul. Reeves Services Commerciaux a été fondée 4 ans avant le mariage. Capitalisée entièrement par les fonds personnels et le travail de mon client. Madame Reeves n'a eu aucun rôle opérationnel, aucune contribution financière et aucun intérêt légal. Il croisa les mains sur la table. Nous sommes prêts à discuter d'une pension alimentaire raisonnable pour une période de transition. Définie. Nous ne sommes pas prêts à discuter de la propriété de l'entreprise ou de la division des biens selon les termes que vous avez énoncés. Sloan prit une note. Ma cliente a fait des sacrifices personnels importants pour soutenir ce mariage. J'ai parlé pour la première fois. Moi aussi. J'ai gardé ma voix calme, regardant directement Carla plutôt que son avocat. J'ai travaillé 60 heures par semaine pour construire quelque chose de stable. J'ai couvert chaque dépense du ménage, chaque vacances, chaque paiement de voiture. Et pendant que je faisais cela, tu dépensais cette stabilité pour quelqu'un d'autre. J'ai laissé un silence s'installer. Je ne suis plus en colère à ce sujet. Carla. Mais je ne vais pas non plus prétendre que cela n'est pas arrivé alors que nous parlons de ce qui est juste. Carla a regardé la table. Sloan a rangé son porte-document. Nous aurons besoin de temps pour examiner la documentation. Prenez tout le temps qu'il vous faut, dit agréablement Paul. En sortant de cet immeuble dans l'après-midi d'octobre, Paul marchait à mes côtés et dit doucement. Elle ne s'attendait pas à l'acte de propriété. C'était le pilier de toute leur position. Je sais, ai-je dit. Ils reviendront avec une offre modifiée, une pension alimentaire, peut-être une somme forfaitaire. Pas d'entreprise, pas de maison. Dis-leur que j'envisagerai une aide raisonnable pendant 2 ans, ai-je dit. Rien d'autre. Paul a hoché la tête. Nous nous sommes serrés la main au garage de stationnement et nous sommes repartis chacun de notre côté. Je suis resté assis dans mon camion quelques minutes avant de démarrer le moteur. J'ai pensé à cette salle de conférence. J'ai pensé à Carla assise à côté de son avocat, évitant soigneusement de me regarder. J'ai pensé au fait qu'il y a 8 mois. Nous étions assis l'un en face de l'autre à notre propre table de cuisine et nous parlions de faire
Un voyage à la côte cet été-là. J'ai démarré le moteur et je me suis engagé dans la circulation. Il y a des choses pour lesquelles on fait son deuil et on avance. Ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement à cela que ressemble la vie. Lloyd Vaughn vit à côté de chez moi depuis 11 ans. Il a 67 ans, il est retraité d'une usine textile où il a travaillé depuis l'âge de 19 ans. Il possède cette sagesse particulière qui vient d'un homme qui a commis la plupart de ses erreurs. Tôt et qui a passé les décennies suivantes à réfléchir soigneusement à ce qu'elle lui avait coûté. Il a divorcé 2 fois, une fois à la trentaine, une fois au milieu de la quarantaine. Et il ne parlait jamais de l'un ou l'autre mariage à moins qu'on ne le lui demande directement. Quand on lui posait la question, il répondait sans apitoiement sur soi et sans amertume. Ce qui vous disait tout ce que vous aviez besoin de savoir sur la façon dont il avait traité tout. Cela. Il a frappé à ma porte un samedi matin, 2 semaines après le début des événements. Tenant un thermos et 2 tasses comme un homme qui avait prévu la conversation à l'avance. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi, dit-il. »« J'ai très bien dormi, répondis-je. » Il me tendit une tasse malgré tout et fit un signe de tête vers la véranda. Nous nous sommes assis dans les 2 chaises en bois que je gardais là et nous avons regardé la rue. Dans la lumière matinale de novembre. Les feuilles étaient tombées, le ciel était pâle. Le quartier était calme de cette façon qu'il n'est que les week-ends. Denny m'a raconté une partie de l'histoire, dit Lloyd. J'espère que cela ne te dérange pas. Cela ne me dérange pas. Il a versé le café, m'a tendu la tasse et n'a rien dit pendant un moment. C'est quelque chose que j'ai toujours respecté chez Lloyd. Il ne comble pas le silence juste pour le combler. Après quelques minutes, il a dit. Tu sais ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise la première fois. Je l'ai regardé. Par proprement, dit-il. Ne cherche pas à les poursuivre. Ne cherche pas à leur faire payer. Prends juste ce qui est à toi. Et pars. Il a entouré sa tasse de ses 2 mains. Je n'ai pas fait cela la première fois. J'ai passé 2 ans à m'assurer que Janet ressente chaque parcelle de ce qu'elle avait fait. Et à la fin de ces 2 années, j'avais perdu la majeure partie de mes économies. La moitié de mes amis et environ une décennie de mon espérance de vie. Il marqua une pause. Janet est passée à autre chose en moins de 8 mois. Moi, j'étais encore en train de me battre. J'ai réfléchi à cela. Et la 2e fois, ai-je demandé. La 2e fois, je suis parti trop proprement. Dit-il avec un demi-sourire sec. Il s'est avéré que René avait besoin que quelqu'un tienne bon. Pour une fois. J'avais appris la mauvaise leçon. Il a regardé la rue. Il n'y a pas de réponse parfaite, fiston. Juste celle avec laquelle tu peux vivre. Denny est sorti par la porte d'entrée avec son propre café et s'est installé sur la balustrade de la véranda. Et pendant un moment, nous étions tous les 3 simplement silencieux ensemble dans la matinée de novembre. Puis Denny a dit, « Je pense que tu as dépassé le point de partir proprement. » Lloyd. La machine est déjà en marche. C'est ce que je me disais, dit Lloyd. Il m'a regardé. Alors, fais-le bien. Ne le fais pas par colère. Fais-le parce que c'est correct. Cette distinction, la colère contre ce qui est correct, est restée avec moi le reste de la journée parce que Lloyd avait raison. La colère s'était évaporée dans les premières 48 heures. Et ce qui restait en dessous n'était pas de la vengeance. C'était quelque chose de plus structurel. Grant Hollister s'était assis dans ma maison comme s'il y avait des droits. Il avait utilisé l'argent de sa société pour rendre cela possible. Curtis Payne avait couvert ses traces avec une coordination délibérée. Ce n'étaient pas des griefs personnels. C'étaient des faits qui avaient des conséquences dans le monde réel. Et prétendre le contraire aurait été malhonnête. Je ne poursuivais pas cela parce que j'étais amer. Je le poursuivais parce que c'était correct. C'est une chose entièrement différente. Plus tard dans la soirée, Carla m'a trouvé dans la cuisine et s'est appuyée contre le comptoir. Les bras croisés. Elle passait plus de temps dans la chambre, n'apparaissant qu'occasionnellement avec la posture prudente d'une femme gérant une situation qu'elle n'avait pas totalement anticipée. Monica dit que l'acte de propriété va tenir, dit-elle.
Elle recommande que nous nous concentrions sur la pension et l'évaluation de l'entreprise. Paul a déjà répondu à cela, ai-je dit sans lever les yeux des papiers sur la table. Attends. Elle attendit que je la regarde. Je sais que je t'ai fait du mal. Je le sais vraiment. Mais nous allons parler à des avocats et signer des documents pendant les prochains mois. Et je préférerais le faire sans que nous nous traitions comme des ennemis dans notre propre maison. J'ai observé son visage un moment. Il y avait quelque chose de sincère là-dedans. Pas du remords exactement. Mais une sorte de pragmatisme épuisé que je pouvais respecter même si je ne pouvais pas y répondre. Avec chaleur. Je ne te traite pas comme une ennemie, Carla, ai-je dit. Je te traite comme quelqu'un qui a fait un choix et qui vit avec les conséquences. Ce n'est pas de l'hostilité. C'est juste de l'exactitude. Elle regarda la table. Grant a perdu son poste aujourd'hui. Officiellement, j'ai appris. Il m'a appelé. Sa voix était prudente. Il me blâme autant que toi, apparemment. Je n'ai rien dit à cela. Je m'y attendais. Les hommes comme Grant Hollister n'acceptent pas leurs responsabilités avec élégance. Quand les choses s'effondrent, ils cherchent quelqu'un d'autre à qui les attribuer. Carla s'était rendue disponible pour cette attribution au moment où elle l'avait laissé entrer dans notre maison. C'est le truc avec les hommes qui fonctionnent comme ils fonctionnaient, ai-je finalement dit. Ils vont bien quand tout va dans leur sens. Au moment où ce n'est plus le cas. Ils ont besoin de quelqu'un à blâmer. Je l'ai regardé directement. Tu aurais dû savoir cela de lui avant aujourd'hui. Elle ne répondit pas. Elle s'écarta du comptoir et remonta à l'étage. Je suis resté à la table jusqu'à près de minuit. Examinant les derniers documents financiers dont Paul aurait besoin pour la négociation de la pension alimentaire. Dehors, le quartier était devenu totalement sombre et silencieux. J'ai pensé à ce que Lloyd avait dit, fais-le parce que c'est correct. J'ai pensé à ce à quoi ressembleraient les prochains mois. La paperasse, les réunions et le démantèlement progressif de 16 ans de vie. J'ai pensé à Cody, qui était silencieux ces derniers temps. Nous observons tous les deux à une distance prudente. Comme le font les adolescents lorsqu'ils sentent une instabilité structurelle chez les adultes qui les entourent. Je devais lui parler bientôt. Il méritait une conversation directe, pas la tension sourde d'une maison en attente de changement. J'ai rangé les papiers, lavé ma tasse et je suis allé me coucher. Demain était un jour de travail. 31 personnes dépendaient de moi pour que je sois opérationnel. Et je n'allais pas laisser tout cela faire de moi quelqu'un qui néglige ses responsabilités. J'ai trouvé Cody dans le garage un dimanche après-midi. Assis sur l'établi avec ses écouteurs autour du cou et son téléphone face contre terre à côté d'eux. Lui. Il avait 16 ans, mais il avait des moments qui le faisaient paraître plus vieux. Un calme particulier qu'il avait hérité de quelque part que je ne pouvais pas tout à fait identifier. J'ai pris un tabouret et je me suis assis en face de lui. Tu as été silencieux, ai-je dit. Il a haussé les épaules. Toi aussi. C'est juste. Tu sais que quelque chose se passe. Je l'ai dit comme une affirmation, pas une question. Il m'a regardé alors. Oui, papa. Je n'ai pas 12 ans. J'ai hoché la tête. J'avais décidé à l'avance de lui dire la vérité dans un langage simple. Sans la charger de mon propre poids. Il était assez vieux pour y faire face et trop vieux pour en être protégé. Ta mère et moi nous séparons. Ce n'est pas une décision que j'ai prise. C'est le résultat de quelque chose qui s'est passé et que je ne vais pas mettre sur tes épaules. Mais je ne vais pas te mentir sur la direction que prennent les choses. Il est resté silencieux un moment, regardant le sol du garage, les taches d'huile. Le contour de l'endroit où se trouvait la tondeuse autoportée avant que je ne la vende il y a 2 ans. Est-ce à cause de ce gars, a-t-il demandé. Je l'ai regardé. Tu l'as vu. Je suis rentré tôt de chez Tyler ce mercredi-là. J'ai vu la voiture devant. J'ai regardé par la fenêtre. Il a dit cela avec détachement. Comme s'il portait cela depuis des semaines et qu'il n'avait plus l'énergie de le porter avec précaution. Je n'ai rien dit parce que je ne savais pas quoi dire.
Quelque chose a remué dans ma poitrine que je n'arrivais pas à nommer clairement. Mon fils de 16 ans était resté seul avec cette connaissance pendant des semaines. C'était son propre genre d'échec. Pas le sien. Mais l'échec général d'une situation qui l'avait mis dans une position où il sentait qu'il n'avait personne à qui le dire. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit. Qu'est-ce que tu aurais fait, demanda-t-il. Ce n'était pas accusateur, il était sincèrement curieux. Probablement les mêmes choses que je fais maintenant, ai-je admis. Mais je l'aurais su plus tôt et tu ne l'aurais pas porté tout seul. Il réfléchit à cela. Alors, est-ce que tu vas bien aller? J'ai regardé mon fils. Ce garçon que j'avais coaché au baseball et conduit à 1000 entraînements de natation tôt le matin. Et que j'avais vu devenir quelqu'un que je respectais sincèrement. Et je lui ai dit la vérité. Oui. J'ai dit, cela va être une période difficile, mais j'ai déjà traversé des périodes difficiles. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Ce que j'ai besoin que tu saches, c'est que rien de tout cela ne change quoi que ce soit entre toi et moi. Ta vie reste stable. Ta mère et moi allons gérer cela comme des adultes, et tu ne vas pas être pris au milieu de tout cela. Il est resté silencieux à nouveau. Puis, elle est toujours ma mère. Je le sais, ai-je dit. Et cela ne change pas non plus. Quoi qu'il soit arrivé entre elle et moi. Cela ne touche pas à ce qu'elle est pour toi. Ne laisse personne te dire le contraire. Il hocha la tête lentement. La tension dans ses épaules s'est légèrement relâchée, pas disparue. Mais redistribuée en quelque chose de plus gérable. Il a pris son téléphone, l'a tourné entre ses mains. Papa, dit-il, sans lever les yeux. Ce gars, est-ce qu'il était vraiment si mauvais? J'ai considéré la question. Il s'est assis dans ma maison comme s'il la possédait, ai-je dit. Il m'a regardé comme si j'étais déjà hors sujet. Alors, oui, il était ce genre de gars. Cody fut silencieux un instant, puis très doucement, c'est une bonne chose qu'il se soit trompé. J'ai regardé mon fils et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Quelque chose de solide et de propre qui n'avait rien à voir avec les avocats. Les dossiers financiers ou toute la machinerie qui broyait ma vie à ce moment-là. Juste cela. Juste lui. Oui, ai-je dit. C'est une bonne chose. Nous sommes restés dans le garage pendant une autre heure après cela, sans beaucoup parler. Existant simplement dans le même espace comme les pères et les fils en ont parfois besoin. Quand nous sommes rentrés, j'ai fait le dîner. Rien d'élégant, juste des hamburgers sur la cuisinière. Et nous avons mangé à la table de la cuisine comme si c'était un dimanche ordinaire. On aurait presque dit que c'en était un. Mon père a appelé un mardi soir en novembre. Arthur Reeves avait 74 ans et avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à travailler dans un atelier d'usinage à Gastonia. Élevant 3 garçons avec un seul revenu et un ensemble de principes qui ne fléchissaient pas devant la commodité. Ce n'était pas un homme doux. Il n'était pas cruel non plus. Il était précis, comme ont tendance à l'être les hommes qui travaillent avec leurs mains. Pas de gestes inutiles, pas de mots superflus. Il avait appris ce qui se passait par déni. Il n'avait pas appelé jusqu'à présent. Ce qui me disait qu'il avait réfléchi à ce qu'il allait dire plutôt que de se précipiter sur le téléphone au moment où il avait eu l'information. C'était sa façon de faire. Denny me dit qu'elle avait un avocat avant même d'avoir une conversation avec toi. Dit-il en guise d'introduction. C'est exact, ai-je dit. Un silence. Cela te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur la façon dont elle voyait le mariage. Cela m'en a dit beaucoup, ai-je convenu. Un autre silence, plus long cette fois. Ensuite, j'ai mis cette maison à ton nom pour une raison. Fiston. Non pas parce que je pensais que Carla était une mauvaise personne. Mais parce que je savais que si les choses tournaient mal un jour, tu aurais besoin d'être debout sur quelque chose de solide. Il expira lentement. Il s'avère que j'avais raison. Tu avais raison, ai-je dit. Ton grand-père disait toujours qu'un homme qui construit sur un terrain emprunté est toujours à une dispute de tout perdre. Il resta silencieux un moment. Tu construis sur ton propre terrain, Wade. Garde-le. Ce n'était pas de la sympathie.
Ce n'était pas de la consolation. C'était une instruction. Le genre que mon père m'avait donné toute ma vie en le moins de mots possible. Je le comprenais. C'est pourquoi je n'ai pas essayé de prolonger la conversation vers quelque chose de plus chaleureux. Certains hommes montrent leur amour par la précision. Arthur Reeves était ce genre d'homme. Et j'avais grandi en comprenant que sa franchise était sa propre forme de loyauté. « Je vais bien, papa, ai-je dit. »« Je sais que tu vas bien, dit-il. »« C'est pour cela que je n'ai pas appelé plus tôt. » Nous avons raccroché. Je suis resté assis dans mon bureau pendant un moment après cela. La pièce silencieuse autour de moi, réfléchissant à ce qu'il avait dit. « Tu construis sur ton propre terrain. » Je l'avais fait, pas seulement avec la maison, mais avec l'entreprise. Avec la vie que j'avais construite à travers 20 ans de réveils matinaux et de décisions calculées. Les choix de Carla n'avaient pas tout atteint. Les parties qui comptaient avaient tenu. Le lendemain matin, Cody est venu dans la cuisine avant l'école. S'est versé des céréales et s'est assis au comptoir sans le silence pesant qu'il portait depuis des semaines. Quelque chose s'était apaisé en lui depuis notre conversation dans le garage. Pas résolu. Un adolescent de 16 ans dont les parents se séparent ne résout pas les choses rapidement. Mais cela s'était apaisé. Il traitait cela comme une personne au lieu de le porter seul. Ce qui était tout ce que je voulais pour lui. « Tu travailles tard ce soir ?» demanda-t-il. « Je devrais être à la maison vers 18h00, ai-je dit. »« Tu veux faire quelque chose ?» Il haussa les épaules avec la désinvolture étudiée des adolescents. « Peut-être regarder quelque chose. » « Cela me va. » Il finit ses céréales, prit son sac et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta sans se retourner. « Eh, papa. »« Oui. »« Tu sais cet article sur ce gars listé ?» C'était sur le téléphone du père de Tyler A. L'entraînement. Tous les entraîneurs en parlaient. J'ai attendu. Le père de Tyler a dit que le gars avait eu exactement ce qu'il méritait. Un silence. Je n'ai rien dit, mais j'étais plutôt d'accord. La porte se referma derrière lui. Je suis resté dans la cuisine avec mon café et j'ai laissé cette information faire son chemin. Mon fils, 16 ans, portant plus qu'il ne l'aurait dû, avait trouvé sa propre façon discrète de me dire qu'il comprenait ce qui s'était passé et où il se situait. Cela signifiait plus que n'importe quel résultat juridique, n'importe quelle résolution financière. N'importe quel document que Paul Garrett pourrait mettre devant moi. Ce soir-là, Paul a appelé avec les termes finalisés de l'accord. Monica Sloan avait accepté l'arrangement de pension alimentaire de 2 ans. Avait retiré toutes les réclamations sur la propriété et l'entreprise. Et demandait seulement que certains effets personnels soient mis à disposition de Carla pour qu'elle puisse les récupérer. C'était une résolution propre, plus propre que ce à quoi je m'attendais. Honnêtement, je pense que la combinaison de l'acte de propriété, de la documentation financière et de l'effondrement professionnel très public de Grant Holisté avait considérablement réduit la marge de manœuvre de Carla. Et Monica Sloan était trop expérimentée pour continuer à défendre une position qui n'avait plus de fondement. C'est fini, dit simplement Paul. Bien, répondis-je. Et je le pensais. Pas de manière triomphante, mais sincèrement. Que ce soit fini était ce dont j'avais besoin. 3 mois après la finalisation de l'accord, j'ai embauché 2 nouveaux chefs d'équipe et j'ai ouvert un 4e district de service couvrant le nord du comté de Mecklembourg. L'expansion était dans mon plan d'affaires depuis 2 ans. J'avais hésité à la lancer pendant que ma situation personnelle consommait toute mon énergie. Une fois la situation résolue, l'hésitation est partie avec elle. Rick Stokes a organisé un petit événement à l'atelier. Rien de formel, juste quelques-uns des employés chevronnés. De la bonne nourriture venant du restaurant de barbecue sur Central Avenue. Des boissons fraîches sur le parking un vendredi après-midi. Il a porté un toast qui était, selon son habitude, bref. À Wade Reeves. Qui a fait en sorte que chacun de vos chèques de paie arrive pendant les pires mois de sa vie sans se plaindre une seule fois. Santé. Personne n'a contesté cela.
Cody passait une semaine sur 2 avec moi et avec Carla selon l'arrangement que nous avions conclu. Non pas par des avocats, mais par un accord pratique entre deux personnes qui comprenaient toutes deux que la stabilité de leur fils importait plus que leur propre confort. Cela fonctionnait mieux que ce que j'avais espéré. Cody avait une stabilité en lui que je reconnaissais et que j'essayais d'honorer en gardant les choses prévisibles de mon côté. Nouvelle routine, même père. Lloyd est passé un samedi matin en février. Même thermos, même 2 tasses. Nous nous sommes assis sur la véranda dans le froid et il a demandé comment les choses se présentaient. Mieux, ai-je dit, et c'était une réponse vraie, pas seulement polie. Grant Hollister a été discrètement repris par un plus petit groupe hôtelier à Raleigh, dit Lloyd. J'ai entendu cela par quelqu'un à la chambre de commerce. Un titre moins important. Un salaire considérablement plus bas. J'ai réfléchi à cela. Il finira bien par se poser quelque part, ai-je dit. Les hommes comme cela y arrivent généralement. Généralement, approuva Lloyd. Juste pas là où ils avaient commencé. Curtis Payne avait été licencié par le groupe hôtelier dans le cadre de la révision interne du conseil d'administration. Son rôle dans le système de détournement de fonds avait été documenté et formalisé dans l'enquête. Et le groupe avait opté pour une séparation plutôt que pour un litige afin de limiter l'exposition médiatique. Il avait engagé un avocat et contestait apparemment son licenciement. Aux dernières nouvelles, cela ne se passait pas bien pour lui. Carla avait emménagé dans un appartement au sud de Charlotte. Elle et moi avions parlé 2 fois depuis l'accord. Des conversations pratiques sur l'emploi du temps de Cody, rien de plus. Il n'y avait pas d'amertume entre nous, ce qui m'a un peu surpris. Ce qu'il y avait, c'était de la distance. Ce genre particulier de distance qui grandit entre deux personnes une fois que le faux-semblant qui les unissait finit par céder. Je ne lui souhaitais pas de mal. Je ne lui souhaitais pas grand-chose. C'était sa propre forme de conclusion. Denny est venu en mars et nous sommes allés à la côte pour un long week-end. Wilmington, la plage hors saison, de l'eau froide et pas de foule. Nous avons marché le long du rivage pendant quelques heures un matin, sans presque rien dire. Comme savent le faire des frères qui se connaissent bien. Sur le chemin du retour, il a dit, tu sembles être redevenu toi-même. Je suis moi-même, ai-je répondu. Plus que tu ne l'étais, dit-il. Tu te perdais dans ce mariage depuis plus longtemps que tu ne le savais. J'ai réfléchi à cela pendant longtemps après. Il n'avait pas tort. Il existe une version de l'engagement qui bascule dans l'effacement de soi si l'on n'y prend pas garde, où maintenir la paix devient plus important que de se maintenir intact. J'étais dans cette zone depuis des années sans m'en rendre compte. Le dénouement de tout cela avait été véritablement douloureux. Ce qui en était ressorti de l'autre côté était quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. De la clarté. De la place pour être la personne spécifique que j'étais réellement. Plutôt que la personne qu'un mariage défaillant m'avait progressivement obligé à être. Un soir d'avril. Je me suis assis sur la véranda avec une tasse de café et j'ai regardé le quartier vaquer à ses routines printanières. Des enfants à vélo, des chiens que l'on promène. Un couple 2 maisons plus loin plantant quelque chose dans leur parterre avant. Ordinaire. Totalement ordinaire. Et j'ai repensé à ce que Lloyd avait dit des mois auparavant. Fais-le parce que c'est correct. Je l'avais fait. De la première conversation avec Denny jusqu'au dernier document que Paul avait placé devant moi. Chaque étape avait été délibérée, réfléchie et honnête. Je n'avais rien brûlé pour le plaisir de voir brûler. J'avais protégé ce qui était à moi. Tenu les gens responsables de ce qu'ils avaient réellement fait et j'étais resté fonctionnel à travers tout cela. Rive Services Commerciaux entrait dans sa 17e année avec une liste de clients complète. Une équipe solide et un 4e district qui était déjà rentable. Mon nom était sur les camions, sur les contrats, sur le bâtiment. Je l'avais construit, je l'avais gardé et personne ne me l'avait pris. C'était la fondation. Pour tout le reste, je trouverai une solution à partir de là.